Yélé, salut à tous et à toutes. J'aimerais faire une petite réflexion sur les élections présidentielles américaines qui arrivent à grands pas. On est en pleine période électorale aux États-Unis. Alors, ce qui m'interpelle, c'est pas les tentatives d'assassinat sur Donald Trump. C'est vrai que c'est inédit, on cherche véritablement à éliminer ce monsieur parce qu'il est quelqu'un d'ingérable sur le plan politique. Il n'appartient pas à telle ou telle confrérie, il n'appartient pas à tel ou tel groupe politicien. Mais à la base, ce n'est même pas un politicien, c'est un homme d'affaires. Trump, c'est un homme d'affaires à la base, et avec ses milliards, puisque c'est un milliardaire, ce monsieur, il s'est lancé en politique. Il a été boycotté par les médias américains, mais chez nous, on dit l'argent qu'a coupé fait. L'argent coupe le fer, le métal. Eh bien, ce monsieur a réussi, en utilisant Twitter à l'époque, les réseaux sociaux, il a réussi à devenir président. Mais en fait, bon, c'est vrai que c'est triste de voir qu'on essaie de l'éliminer. Mais, comme on dit, ce qui doit arriver, arrivera. S'il doit être éliminé, puisqu'ils n'ont pas tous les moyens pour l'éliminer, je sais pas, mais enfin, il y a le créateur qui gère, il y a le grand maître d'orchestre de l'univers qui décide de ce qui doit arriver ou pas. Ce qui m'intéresse cet après-midi, c'est notre candidate, la candidate, c'est pas notre candidate, c'est la candidate des Américains, Kamala Harris, que beaucoup présentent comme une sorte comment dire, enfin pas comme une sorte, c'est comment on la présente comme l'Obama 2, puisque Obama ça a été le premier président de couleur, comme on dit aux États-Unis, et là on pense que Kamala Harris va être dans la même configuration en gros. Pendant longtemps on l'a présentée comme une femme d'origine indienne, et puis là maintenant je vois qu'on la présente comme une afro-descendante, une afro-américaine. C'est vrai que son père, je crois, est jamaïcain, mais elle s'est toujours présentée comme étant une femme d'origine indienne. Tout ça, c'est une stratégie aussi, c'est une stratégie. Enfin, ce que je souhaitais souligner aujourd'hui, c'est que nous avons, nous, les Noirs, nous avons une sorte d'émotion. Une grande émotion comme ça quand il y a une candidate noire qui se présente à une élection. Et nous sommes très émotifs. En fait, nous les Noirs, nous sommes très émotifs. Très émotifs. Et moi, je me méfie d'un politicien, quelle que soit sa couleur de peau. Obama a été élu il y a quelques années aux États-Unis. Ça a été un événement pratiquement planétaire. Tous les Noirs de la planète ont cru que ce monsieur, Obama, allait d'une certaine façon régler les problèmes des Noirs. Parce que il y a eu des tentatives, il y a eu Jesse Jackson qui a tenté de se présenter aux élections aux États-Unis, mais qui n'a jamais eu la chance de l'emporter. Mais Obama, je me rappelle que quand il y a eu la campagne électorale, il y a quelques années, qui nous a permis de voir Obama émerger comme candidat favori des démocrates. Beaucoup d'Antillais ont même fait le déplacement pour aller voir Obama, pour le soutenir sur place aux États-Unis. Je dis bien, beaucoup d'Antillais, j'en connais dans mon entourage, beaucoup d'Antillais sont allés sur place. Pour eux, c'était un événement sans précédent.
C'est vrai que c'était sans précédent. On n'avait jamais vu un noir se présenter à une élection et gravir les échelons comme ça qui l'ont conduit à la présidence de la République aux États-Unis. Donc beaucoup de gens se sont déplacés. On s'est dit, ah ouais, pour une fois, un noir à la Maison Blanche, etc. Moi, j'ai toujours été méfiant parce que je sais qu'un politicien, et on a des exemples tout le temps chez nous, en France ou même chez nous aux Antilles, les gens promettent beaucoup de choses, etc. Et puis, une fois élus, ben, les gens se rendent compte qu'en fait, c'est pas si facile que ça de mettre en application ce qu'on a promis au peuple. Et je me rappelle, bon, les gens se sont déplacés, j'ai entendu des Africains dire que voilà, grâce à Obama, les pays africains vont se développer parce que M. Obama a des origines kenyanes. Donc, il a des origines africaines du côté de son père. Et alors, beaucoup de gens se sont mis à rêver de voir l'Afrique décoller grâce à Obama. Le problème, c'est que Obama, c'est un politicien, hein? Et deuxièmement, c'est un Américain pur jus. Un Américain, c'est un Américain. Vous savez, être Américain, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. On aura beau faire ce qu'on veut, un Américain reste un Américain. Son pays, c'est le plus grand pays, le pays le plus puissant, c'est la plus grande démocratie. Donc, ces gens-là, pour eux, ils ont cette fierté-là, et de quoi que, en fait, ils sont les meilleurs. Enfin, leur pays, c'est le pays qui doit être le phare du monde. Vous voyez? Et donc, il a été élu, et je me souviens que ce monsieur-là a reçu le prix Nobel de la paix. Obama, c'est un prix Nobel de la paix. Ça ne l'a pas empêché d'aller détruire la Libye, hein. Ça ne l'a pas empêché d'aller détruire la Libye. Alors, il paraît qu'il a des regrets. Il dit que c'est son plus grand regret pendant ces 2 mandatures, ça a été ça, quoi. La destruction de la Libye. Pour un homme qui a des origines africaines, ce n'est pas très glorieux. Alors, ce que je souhaite dire cet après-midi, c'est que nous avons tendance à avoir les mêmes réactions vis-à-vis de Kamala Harris. J'entends à côté de moi, dans mon entourage, des gens dire que voilà, il faut soutenir Kamala Harris puisque c'est une afro-descendante, une afro-américaine qui saura nous comprendre, etc. Je crois que vous allez être très déçus. Vous allez être très déçus. Vous allez être très déçus. Un politicien reste un politicien. Voyez dans le combat contre la vie chère que nous menons en ce moment aux Antilles, j'ai entendu certaines personnes faire la réflexion suivante. On n'a qu'à mettre au pouvoir, enfin on n'a qu'à désigner un ministre des Outre-mer qui soit issu de nos régions, c'est-à-dire qu'il soit antillais, et le problème va être réglé. J'aimerais rappeler qu'on a déjà eu des ministres des Outre-mer guadeloupéens, et ça n'a pas changé grand-chose. Ça n'a pas changé grand-chose. Donc cela veut dire que le problème se situe à un autre niveau. Voyez, que cette espèce de patriotisme que nous prônons en politique, ça ne marche pas, ces trucs-là, ça ne marche pas. Vous savez, ce ne sont pas les politiciens qui dirigent le monde. C'est la finance internationale, pour les États-Unis, c'est le complexe militaro-industriel, c'est la vente d'armes, c'est l'argent, c'est ça qui dirige le monde. Les lobbies, ce qu'on appelle les lobbies. Le plus grand lobby juif, par exemple, qu'il y a aux États-Unis, ça s'appelle l'AIPAC. Eh bien, c'est un lobby qui est extrêmement puissant. C'est pour ça que les Juifs ont une telle emprise sur les décisions américaines.
Ça, on n'y peut rien. Alors, je reviens à Kamala Harris. Kamala Harris est la vice-présidente de Biden. Cela veut dire qu'elle est comptable de la politique de Biden. C'est-à-dire que ce que Biden a réalisé sur le plan politique aux États-Unis, eh bien Kamala Harris était, je dirais, est comptable de cette politique-là. On ne peut pas dire qu'elle n'était pas là. Non, c'était la vice-présidente. Ça veut dire qu'elle a participé aux décisions, elle a suivi la politique de Biden. Quand on est vice-président ou vice-présidente dans un pays, on maîtrise les gros dossiers. On maîtrise, je dirais, tous les dossiers. Alors, bon, je ne suis pas très optimiste par rapport à cette femme-là, parce que je connais un peu le programme politique du Parti démocrate américain. Eh bien, ce seront les guerres vont continuer. Il y aura, si cette femme est élue, eh bien, les guerres, mais la planète va être à feu et à sang. Je vais vous rappeler quand même que les États-Unis, cela fait près de 240 ans que les Américains mènent des guerres partout sur la planète. Vous voyez? Ça fait partie de leur ADN, c'est comme ça. Et le Parti démocrate américain est connu pour être le parti de la guerre. Et j'ai entendu Mme Kamala Harris dire déjà qu'il faudra armer encore plus l'Ukraine si elle est élue. Il faudra encore plus aider l'Ukraine. Personne, vous savez, dans ce conflit ukrainien, c'est rare d'entendre des dirigeants de ce monde parler de paix. Personne ne veut la paix. Que ce soit en Ukraine, que ce soit dans le conflit israélo-palestinien, les gens ne parlent pas de paix. Dans le conflit israélo-palestinien, quand même, il y a quand même un mouvement international pro-palestinien. C'est vrai, il y a des gens qui commencent à se manifester, pas des politiques, hein. Je ne parle pas des politiques, hein, je parle des peuples. Les peuples commencent à en avoir marre de toutes ces guerres, des guerres sans fin. Moi, j'étais gamin quand j'ai commencé à lire, à essayer de comprendre le monde autour de moi. Ben, il y avait déjà la guerre entre Israël et les Palestiniens. Donc, ce n'est pas une guerre qui a commencé hier, hein. Ou alors, c'est pas une guerre qui a commencé. Les gens ont tendance à se focaliser sur le 7 décembre, le 7 octobre, oui, le Hamas a attaqué Israël, etc. Mais ça fait au moins plus de 70 ans qu'il y a des problèmes entre Israéliens et Palestiniens. Depuis, je dirais, 1948 à peu près. Voilà. Donc, avec Kamala Harris, on aura des guerres. Bon, elle a quand même une petite sensibilité en faveur des Palestiniens. Mais nous savons quand même qu'il y a ce qu'on appelle aux États-Unis l'État profond. Alors, quand on parle de l'État profond, ça existe en France, ça existe dans tous les grands pays, je dirais, occidentaux. Eh bien, l'État profond, c'est quoi? Eh bien, c'est... vous voyez, un président est élu. En France, bon, on va prendre 5 ans, aux États-Unis, c'est 4 ans. Un président est élu, il vient avec son programme, et il dit, bon, voilà, il lance des circulaires aux administrations, voilà, à partir de maintenant, les choses vont se passer de telle ou de telle façon. Et on se rend compte que les choses ne bougent pas. Et qu'il y a même une forme de résistance à l'application du programme politique du candidat président, enfin du nouveau président. Les choses ne bougent pas et on se rend compte qu'il y a des choses qui se font et le président, quelquefois, n'est même pas au courant de ce... En fait, c'est pas facile à définir l'état profond puisque c'est quelque chose qui peut paraître abstrait. Abstrait, ça veut dire qu'on n'a pas d'éléments. On ne peut pas dire, par exemple, qu'un tel fait partie de l'état profond. On ne peut pas dire un tel fait... Non, c'est une espèce d'organisation,
je dirais, informel. C'est pas quelque chose de formel, hein, c'est pas quelque chose d'organisé où les gens se rencontrent, où les gens prennent des décisions. Non, non. C'est la fonction publique, la haute fonction publique qui fonctionne, la fonction publique qui fonctionne, pratiquement de manière autonome, indépendamment des décisions que prendra le président et son équipe gouvernementale. Voyez. Un exemple simple. En France, le président est élu pour 5 ans. Il arrive avec l'intention ferme d'appliquer sa politique. Et puis, vous avez des fonctionnaires, les grands corps d'État, voilà, on appelle ça, c'est le thème que je cherchais, les grands corps d'État, c'est-à-dire des gens qui ont énormément de pouvoir. On les considère un peu comme des très hauts fonctionnaires, c'est des gens qui dirigent de très grandes administrations. Ces gens-là ont plus de pouvoir qu'un président parce que ils sont là pour, je sais pas moi, pour 40 ans, et un président est là pour 5 ans. Je parle en France, hein. Eh bien, le type, il a son réseau. Il a son réseau, il a son fonctionnement, il a ses habitudes, il a tout. Il a des gens qui lui sont soumis. Et il a vu plusieurs présidents se succéder. Les présidents viennent et s'en vont. Et ces gens-là restent là. Donc, plus ils restent là, plus ils ont des pouvoirs réels. Vous voyez? Le véritable pouvoir appartient à ces gens-là, en fait. En tout cas, exercés. Ces pouvoirs-là sont exercés par ces gens-là. Ce sont des gens qui ont un pouvoir terrible et qui peuvent mener un pays par le bout du nez sans que personne ne se rende compte de quoi que ce soit. Vous voyez? Ce sont des gens qui sont extrêmement puissants, mais je vous dis, vraiment très puissants. Ils ont des réseaux que vous ne pouvez pas imaginer. Surtout si en plus ces gens-là font partie de la franc-maçonnerie, sont dans des confréries, sont dans des trucs. Alors là, c'est... Eh bien, aux États-Unis, c'est le même phénomène. Quand on vous parle de l'État profond, c'est une espèce de gouvernement informel qu'on ne peut pas vraiment définir, mais en fait, le pays fonctionne même sans le président, parce qu'il y a des hauts fonctionnaires, il y a des gens, des décisionnaires, il y a des gens qui ont des pouvoirs de provoquer, par exemple, une guerre, alors que le président lui-même n'est peut-être pas très chaud pour se lancer dans une guerre. Vous voyez? C'est des phénomènes de réseau. Vous voyez? Alors, Kamala Harris va se présenter. En admettant qu'elle soit élue, elle va déclencher des guerres partout, ça j'en suis sûr. Elle va, puisque c'est une démocrate, hein, il y aura des guerres partout, puisque l'Amérique, comme je vous disais tout à l'heure, la guerre, ça fait partie de l'ADN des Américains. Ça fait partie de leur économie, ça fait partie même de l'économie du pays, puisqu'ils vendent des armes. Les Américains foutent la merde un peu partout, ils vendent des armes, ils provoquent des guerres, ils soutiennent quelquefois les deux belligérants. Vous voyez, les deux pays qui sont en guerre, ben, ils soutiennent les deux. Et au final, bon, ils arrivent toujours à se retrouver parce que comme ils ont soutenu les deux, eh ben, le pays qui gagne la guerre, eh ben, se retrouve finalement du côté américain, parce que les Américains ont soutenu la guerre. Alors, il y aura des guerres, ça j'en suis persuadé. Alors, pour les Noirs américains, ou disons américains, qui espèrent que bon, leur situation sociale, socio-économique va changer avec Kamala Harris, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que, vous voyez toutes ces guerres-là qu'il y a. Des guerres, des milliards. Ces gens-là vous trouvent des milliards. En un jour, on vous trouve quelques milliards pour aller soutenir une guerre, etc. Et aux
Aux États-Unis, il y a, selon les sources, selon les médias, les sources, les documents, il y a environ 50 millions de pauvres aux États-Unis. Mais quand on vous dit des pauvres, ce sont des gens extrêmement pauvres. Aux États-Unis, il y a des gens qui vivent dans les égouts. Il y a des gens qui n'ont pas de maison, puisqu'aux États-Unis, on vous expulse à partir du moment où vous avez du mal à payer 2-3 loyers, bon, c'est fini, on vous vire tout de suite. Il y a des gens qui n'ont pas de maison, il y a des gens... le système de protection sociale, c'est pratiquement quelque chose d'inexistant. Obama avait essayé de créer un système d'aide médicale aux États-Unis, mais bon, Trump a détricoté tout ça. Bon, c'est pas un peu une protection sociale, protection maladie, surtout à la française. On pourra reprocher beaucoup de choses à la France, mais je crois qu'en France, le système d'assurance maladie, d'assurance maladie, c'est quand même l'un des meilleurs systèmes au monde, je crois. J'ai voyagé, j'ai connu beaucoup de pays, je peux vous dire que si vous tombez malade à l'étranger, ça risque d'être très compliqué. Mais en France, un étranger qui tombe malade en France, il sera quand même soigné. Il y a un système qui s'appelle l'AME, l'aide médicale d'État, qui prend en charge des étrangers qui tombent malades en France. Alors certains politiciens veulent supprimer ça. Vous savez, dans beaucoup de pays européens, c'est l'extrême droite qui arrive de plus en plus au pouvoir. Ces gens-là, puisqu'ils sont anti-étrangers, anti-immigrants, donc pour eux, un étranger qui est en France et qui tombe malade, il peut crever, ça ne dérange personne. Mais le système français, c'est un système qui est peut-être déficitaire. Moi, je ne m'y connais pas trop en économie. C'est peut-être un système, puisque j'entends des gens dire oui, mais ça coûte trop d'argent, etc. Bon, c'est peut-être un système social, la sécurité sociale, si vous voulez. On dit que c'est déficitaire et tout. Mais est-ce que c'est fait pour être bénéficiaire? À partir du moment où vous créez un système pour rendre heureux les gens, pour que les gens soient soignés quand ils sont malades, vous ne pouvez pas parler de faire des bénéfices, et non. Que ce soit déficitaire, c'est peut-être normal. Il faut qu'il y ait des secteurs comme ça qui soient... Depuis quelques années, on parle en France de faire des économies sur la santé, faire des économies. On est entré dans une sorte de gestion comptable de la santé, de l'assurance santé en France. Et on voit tout en termes de, il faut pas perdre d'argent, au résultat, nos hôpitaux sont dans un état lamentable. Il manque du personnel, il n'y a pas assez d'infirmières, pas assez de médecins, pas assez de ceci, pas assez de cela. Il y a de cela quelques jours, je suis allé voir une personne qui m'est très chère, qui était hospitalisé en Guadeloupe, quelque part, dans un établissement hospitalier. Et quand je suis allé voir cette personne, j'ai vu l'état du mobilier de la chambre de cette personne. Mais je me suis dit, mais on est dans un pays du tiers-monde. On est dans un pays du tiers-monde. Il n'y a pas de drap, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de... Je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Quand j'ai vu l'état de la salle de bain, non, je n'ai pas compris. Puisqu'on veut faire des économies partout, voilà. En même temps, la France est déficitaire, pas déficitaire, la France a une dette publique qui dépasse l'entendement, au point que la France va être mise sous tutelle. La France va être mise sous tutelle, un peu comme la Grèce. Vous savez, ces pays-là qui ont fait faillite. La France est en train de faire faillite. Et si la France fait faillite, ça veut dire que ce système social que nous
nous aimons tant, parce que beaucoup de gens profitent de leur carte vitale pour se faire soigner. C'est bien, tout le monde devrait faire ça. Mais je crois que ce sera de plus en plus compliqué quand même. Ouais, ce sera de plus en plus compliqué parce qu'il faudra faire encore plus d'économies un peu partout. L'éducation nationale, il manque des professeurs, enfin bon. J'ai fait cette digression-là, c'est pour que nous comprenions bien qu'aux États-Unis, puisque là je parle des États-Unis, c'est l'élection aux États-Unis, et c'est pour vous faire comprendre que aux États-Unis, il y a une mentalité qui veut que les gens ne veulent pas contribuer à la santé de gens plus pauvres, etc. C'est pas la mentalité des Américains. C'est pas l'Amérique. Ah non, c'est pas de. Donc ces gens-là trouvent de l'argent pour aller faire des guerres, pour mener des guerres partout, des guerres. C'est le pays qui aime c'est le pays le plus belliqueux qui existe sur cette planète-là. Donc je vous disais que selon les sources, moi je me suis arrêté à une source là, on dit qu'il y a plus de 50 millions de pauvres. Et mais des pauvres, mais vraiment pauvres. Des gens qui ne peuvent pas se soigner, des gens qui ont des difficultés à se soigner parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils n'en ont pas les moyens. Aux États-Unis, se soigner, ça coûte cher. Ça coûte très très cher. Alors, moi, la réflexion que je me fais, je me dis que s'ils peuvent trouver aussi facilement des milliards pour envoyer à Zelensky en Ukraine pour une guerre qui est déjà perdue, à mon avis, hein, il suffit de suivre un peu les événements, on se rend compte que bon, c'est une guerre qui est perdue pour l'OTAN, pour l'Occident. Ça, c'est la Russie qui va gagner cette guerre. Ces gens-là arrivent à trouver des milliards. Zelensky est arrivé en France dernièrement. Je crois que Macron lui a donné, 3 milliards. Mais un pays qui est au bord de l'explosion, un pays qui est en faillite comme la France, on arrive à donner 3 milliards à Zelensky. Bon, ça c'est pas à ne rien comprendre. Alors aux États-Unis, je me dis que même s'il prenait quand même tous ces milliards qu'il donne à un tel, qu'il donne à Israël, qu'il donne en Ukraine, qu'il donne... Mais s'il prenait quelques milliards pour aider, je sais pas, moi, construire des logements sociaux, essayer d'aider tous ces pauvres-là qui n'ont rien. Essayer de créer des activités, créer une économie qui ne laisse pas sur le bord de la route des gens comme ça, des gens fragiles. Mais oui, on trouve 3 milliards, 50 milliards. Quand j'entends dire qu'on a donné 30 milliards à Zelensky, je me dis, mais les pauvres du pays. Alors, il y a un type qui a été candidat, mais je crois qu'il a fusionné un peu avec... il a un peu fusionné sa candidature avec Donald Trump. Je crois qu'il s'appelle Kennedy. Kennedy Junior, ouais, c'est un Kennedy. Je crois que c'est le neveu de John Fitzgerald Kennedy. Et lui, il n'a pas la langue de bois, hein. Lui, il dit que ces milliards qu'on envoie à droite, à gauche pour faire les guerres, il faudrait peut-être s'occuper des problèmes du pays, des problèmes intérieurs du pays. Il l'a dit, hein, j'ai écouté son discours plusieurs fois, mais il est très... Il a la tête bien sur les épaules. C'est pas comme les cinglés là qui veulent faire des guerres partout, mener des guerres. Mais c'est incroyable à quel point l'être humain aime les guerres. Et pourtant, les guerres n'ont jamais apporté le bonheur. On ne gagne pas une guerre. Hein, ça. On attise la haine. Quand les Israéliens bombardent les Palestiniens, il y a des milliers de morts. Mais les parents de ces gens-là qui sont morts sous les bombes,
Vous croyez qu'ils vont aimer Israël? Mais il n'y aura jamais de paix, il n'y aura jamais d'amour entre ces deux pays-là. C'est pas possible. Il y aura la haine, il y aura de plus en plus les jeunes, les enfants de ceux-là qu'on a tués, qu'on a assassinés là, à coups de bombe. Mais ces enfants-là, ils ne rêvent que de vengeance. C'est pour ça que je dis que c'est une guerre sans fin. Ça ne s'arrêtera jamais. Ça ne s'arrêtera jamais. Quand vous tuez des gens, eh bien, vous créez vous créez des douleurs incroyables dans les familles, des souffrances énormes. Les gens ne peuvent pas vous aimer. Alors, qu'est-ce qui arrive aux Américains depuis maintenant quelques années? Mais les Américains se rendent compte, ils ne sont pas très aimés dans le monde. Mais oui, vous allez bombarder partout. Les Américains ont envahi la Grenade, une petite île à côté de nous là. La Grenade, je crois que c'était en 1983. Il faut qu'ils envahissent, il faut qu'ils bombardent, il faut qu'ils mettent des embargos, il faut qu'ils... Ils aiment ça. Ils adorent ça. Le problème, c'est qu'il y a un autre monde qui est en train de se créer. On parle beaucoup des BRICS. Les BRICS, à l'initiative un peu des BRICS, hein. Il y a un nouveau pôle qui est en train de se créer. C'était un monde unipolaire. Les Américains faisaient la loi un peu partout, s'imposaient après la chute de l'Union soviétique. Les Américains se sont imposés un peu partout, par la force, hein, par la menace, par des sanctions. Alors les gens disent sanctions, mais moi j'appelle ça un chantage. C'est un chantage. Ce que les Américains appellent, ouais, un tel est sous sanction, enfin, il est sous chantage. Quand on vous dit que oui, si vous ne faites pas ce que je vous dis, je gèle vos avoirs. Ce n'est pas une sanction, c'est un chantage. Ça veut dire que vous êtes condamné à faire ce que les Américains vous disent de faire. C'est un chantage. Maintenant, il n'y a plus de droit international. Mais les Américains se tirent des balles dans le pied depuis quelque temps. Mais c'est ce qu'on appelle l'hubris. L'hubris, c'est quand un individu, un pays, une puissance quelconque se sent tellement supérieur aux autres, tellement... ces gens-là se sentent tellement puissants qu'ils se sentent l'égal de Dieu, et même plus que Dieu. Ils ont droit de vie ou de mort sur des peuples. Quand les Américains mettent un embargo sur Cuba, sur Venezuela, etc., ils se foutent complètement qu'il y ait des millions de personnes qui n'ont rien à manger, non, ça ne leur pose aucun problème. Ça fait plus de 70 ans que Cuba est sous embargo. Parce que le régime politique ne leur plaît pas. C'est un régime communiste. Mais en quoi ça regarde les Américains que tel ou tel pays ait choisi un régime communiste? Les gens font ce qu'ils veulent. Ce sont des pays souverains, ce sont des pays indépendants. C'est une chose que je ne comprends pas. Alors, maintenant, depuis quelques années, ils ont créé un concept qu'ils appellent l'extraterritorialité du droit américain. C'est-à-dire que le droit américain s'applique dans tous les pays de la planète. À partir du moment où ils ont décidé que ce que vous faites ne leur plaît pas, eh bien, ils vous jugent à partir du droit américain. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? De la souveraineté des peuples. Et ce sont ces pays-là qui vous disent, oui, il faut respecter la souveraineté de l'Ukraine. Le concept de souveraineté, pour eux, c'est un concept à géométrie variable, hein, en fonction des intérêts des uns et des autres. Eh bien oui, c'est où un pays est souverain, le pays prend ses décisions, fait ses choix politiques, mais ça ne vous regarde pas. Donc, l'extraterritorialité du droit américain, ça veut dire qu'ils vont appliquer leurs droits dans n'importe quel pays. Alors, pour échapper à ça, il faut être une puissance nucléaire. Dans le monde actuel, pour être respecté, il faut être craint. Alors, tel ou tel pays sera craint, eh bien, quand il aura l'arme nucléaire. Maintenant, il n'y a que ça.
Vous savez, et ce sont des pays, les Américains, les Occidentaux d'une façon générale, ils aiment aller faire des guerres, mener des guerres dans les pays qui sont plus faibles, militairement. Là où il y a une armée faible, c'est pour ça qu'ils font ce qu'ils veulent en Afrique, puisque jusqu'à présent, en Afrique, il n'y a pas une armée, il n'y a pas un pays qui a une armée puissante, etc. Il y a des pays comme le Nigeria, bon, il y a une armée bien équipée, mais je sais pas une armée puissante. Les États-Unis savent qu'ils ont une armée puissante, et bien ils peuvent envahir la Grenade, ils peuvent envahir. Mais à partir du moment où ils se rendent compte qu'ils ont affaire à un pays qui a l'arme nucléaire, eh ben, là, là, ils font marche arrière. Il y a quelques jours, là, eh ben, on disait Israël qui est soutenu par les États-Unis. Hein, il ne faut pas l'oublier, Israël est soutenu, armé et financé par les Américains. Alors les Israéliens voulaient envahir l'Iran. Ouais, on va frapper l'Iran, on va frapper. Et puis, depuis quelques jours, on s'est rendu compte que l'Iran a l'arme atomique. L'Iran est donc une puissance nucléaire. Alors là, on dit oui, on va frapper, mais bon, il faudrait qu'on voit. Ben, les Américains même ne sont pas très chauds dans ça, parce que les Américains, ils ont beaucoup de défauts, mais ce sont des gens très pragmatiques. À partir du moment où ils sentent qu'ils n'ont pas d'intérêt dans quelque chose, ben, il faut marcher arrière. Même s'ils ont pris des engagements avec vous, etc. À partir du moment où ils sentent que c'est pas dans leur intérêt, ben, ils vont sauter à terre, hein, il faut marcher arrière. Et je pense qu'un jour, Israël peut se retrouver tout seul. Puisque pour l'instant, il n'y a que les Américains. Même la France est en train de se désengager auprès d'Israël, hein. Puisqu'ils se sont rendus compte que Netanyahou, c'est un type incontrôlable. Maintenant, il arrive même à bombarder la FINUL, qui est une armée de l'ONU, une force d'interposition. Mais Netanyahou bombarde tout le monde, il bombarde. Le projet d'Israël, c'est un projet qu'ils appellent le Grand Israël. C'est-à-dire faire en sorte que Israël intègre tous les pays pratiquement qu'il y a autour. C'est un projet de colonisation en fait. Mais comme il n'écoute plus, lui Netanyahou, il n'écoute plus même Biden, il n'écoute pas Biden. Hein. Alors les Américains commencent à se fatiguer de ce type-là qui bombarde, il fait ce qu'il veut, il bombarde, il adore bombarder lui. Eh bien, un jour, il peut se retrouver tout seul, parce que les Américains, je vous dis que ce sont des gens très pragmatiques. Hein. Ils sont très, très, très réalistes. Et quand ils sentent que ça commence à sentir mauvais, là, comme ça commence à sentir mauvais en Ukraine, ne vous étonnez pas qu'un jour, ils annoncent brutalement qu'ils n'aideront pas, qu'ils arrêtent leur soutien à l'Ukraine. D'ailleurs, Donald Trump l'a déjà dit de façon assez claire. Hein. Il a déjà expliqué que s'il est élu, ben, la guerre en Ukraine, c'est fini. Il n'y aura plus d'armes, plus d'argent, plus Zelensky va devoir faire la paix et négocier avec la Russie. Il l'a déjà dit clairement. Voilà, donc, si c'est Kamala Harris qui prend le pouvoir, je pense qu'on sera dans la merde, toujours. En Israël, je pense qu'elle va peut-être, je sais pas, ça sera très compliqué parce que je sens qu'elle a quand même une sensibilité, je dirais, pro-palestinienne. Mais aux États-Unis, le président, c'est une sorte d'employé, hein. Sauf si c'est un type un peu comme Trump. Trump, c'est un gars incontrôlable. C'est pas quelqu'un qu'on arrive à contrôler. Et c'est pour ça qu'on veut l'abattre. Parce que c'est un type... il gère les États-Unis comme il gère ses entreprises. Hein. Il fait des deals. Bon, c'est pas... donc, on veut pas trop d'un type comme ça. Parce que, bon, c'est pas quelqu'un qu'on peut manipuler. Kamala Harris va être manipulée par les organisations de George Soros, l'Open Society, là, vous savez. Ce sont des gens qui sèment la merde sur toute la planète.
Ah ouais, c'est une sorte de société sans... George Soros, il a un concept qui s'appelle l'Open Society, une société ouverte, une société libre, où tout le monde fait ce qu'il veut. Voilà, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de... Enfin, c'est ça un peu l'objectif de ces gens-là. Il faut qu'il y ait de l'immigration partout, incontrôlée, les gens doivent pouvoir aller faire ce qu'ils veulent. Ils sont à la base de tous ces mouvements, woke aussi, hein, LGBT, enfin tout ça. Et donc Kamala Harris sera une sorte d'employé, il ne faut pas se faire d'illusions. Alors les Noirs là qui sont en train de s'imaginer, je crois qu'elle sera la femme de la situation, pour pour solutionner, pour améliorer la condition socio-économique des Noirs. Je pense qu'on sera encore déçus. On sera encore déçus. Parce que sous Obama, il y a eu plus d'assassinats de Noirs par des policiers. Il y a eu la destruction de la Libye par un prix Nobel de la paix. Voilà, ça c'est un peu fort de café, ça. Et la situation des Noirs ne s'est pas améliorée aux États-Unis sous Obama, je suis désolé. La pauvreté, bon, on va me parler un petit peu d'Obamacare, on appelle ça l'Obamacare. Il a essayé de créer un système un peu social, médical, etc. Mais bon, c'est pas vraiment bon. Je pense qu'il voyait plus grand. Mais je pense que ça n'ira pas plus loin, puisque ça ne correspond pas à la mentalité des Américains. Les Américains, c'est... pour réussir, il faut bosser. Si tu bosses pas, tu crèves. Hein, c'est comme ça, c'est marche ou crève hein, aux États-Unis. Voyez, il y a quelques associations qui aident comme ça, mais je veux dire un pays qui a autant de pauvres, et qui dépense autant d'argent pour faire des guerres partout, non, c'est pas normal. C'est pas normal. Alors, Trump, lui, si c'est lui qui est élu, il a promis de mettre fin à la guerre en Ukraine, mais c'est un pro-israélien, mais alors là, lui, je pense que la situation, il va soutenir Israël encore plus pour que Israël aille encore plus loin dans la destruction, dans ce génocide, dans l'accomplissement de ce génocide-là. Oui, Trump va soutenir vraiment Netanyahou, qui est son ami. Hein. Il va soutenir Netanyahou et... Biden est embarrassé avec Netanyahou. Netanyahou le met en difficulté, le met mal à l'aise, puisque Netanyahou, c'est une espèce de type incontrôlable. Mais avec Trump, je crois qu'il aura un soutien, lui Netanyahou, hein, il aura un soutien extrêmement important pour qu'il continue ce qu'il fait là. Donc dans les deux cas, que ce soit Kamala Harris ou Donald Trump qui l'emporte, je pense que il n'y aura pas tellement d'amélioration hein, dans le monde. Hein. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Sous la mandature de Trump, il n'y a pas eu de guerre. Il n'y a pas eu de guerre au sens où les États-Unis attaquent un pays, etc. On n'a pas vu ça sous... D'ailleurs, il s'en vante. Hein. Donald Trump s'en vante. Il dit oui, mais il n'y a pas eu de guerre sous ma mandature. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Alors, comme je vous disais, il aura le monsieur, j'allais dire le jeune Kennedy, mais il est plus jeune. C'est un grand monsieur maintenant, âgé. Si il s'associe effectivement à ce Kennedy-là, qui a de bonnes idées, hein, mais je pense que ça, à un moment donné, ça ne marchera pas, puisque je pense qu'il a plus la tête sur les épaules que Trump. Ils ne pourront pas faire équipe, hein, je ne crois pas. C'est un peu comme Elon Musk. Hein. Elon Musk est pressenti pour être un ministre ou quelque chose comme ça dans le gouvernement de Donald Trump. Hein.
Donc si il a autour de lui ce Kennedy là, et Elon Musk, qui est un multimilliardaire aussi, mais c'est un homme c'est un homme d'affaires, c'est un chef d'entreprise. Moi, j'aime bien que les affaires d'un pays soient gérées par des gens qui ont l'expérience de la gestion, que ce soit une expérience, je dirais, d'entreprise, oui, surtout une expérience au sein d'une entreprise, ça vous apprend à gérer. Vous apprend à gérer, ça vous apprend les réalités. Contrairement à quelqu'un qui serait en politique depuis très jeune et qui n'a jamais vraiment travaillé, qui n'a pas d'expérience réelle, qui a toujours été une sorte de politicien professionnel. C'est un peu comme Attal. Hein. Gabriel Attal, c'est quelqu'un qui n'a jamais travaillé, c'est quelqu'un qui est jeune, sans grande expérience. Il n'y a pas que lui, hein, il y a aussi ces journées. Maintenant, de plus en plus, on met des gens très jeunes à la tête des gouvernements, à la tête des pays, et il se trouve que, bon, ils ont la jeunesse, ils ont peut-être l'énergie, mais ils n'ont pas l'expérience. Ils n'ont pas l'expérience. Donald Trump, lui, il a l'expérience de l'entreprise. Vous savez, quand on arrive à ces niveaux-là, Donald Trump, c'est quelqu'un qui a connu beaucoup d'échecs, mais qui a aussi réussi très brillamment. Donc, il sait ce qu'est l'échec, il sait ce qu'est aussi le succès. Il sait comment on prend des risques, comment... Vous voyez? Il sait gérer ces situations-là. Voilà. Kamala Harris a été procureur, je crois. Procureur, bon, c'est pas... Elle n'a pas vraiment une expérience dans les affaires. Gérer un pays, c'est beau. Mais enfin, bon, je pense qu'elle sera un peu dépassée parce que je vous dis qu'elle sera comme un jouet entre les mains des gens comme Soros, de l'État profond aussi peut-être, hein, parce que l'État profond a une façon d'influencer les décisions sans qu'on se rende compte. Hein. C'est une force invisible, l'État profond, une force invisible, mais qui est tellement puissante. Et Trump a promis de s'attaquer à l'État profond. Ouais. Il a dit que les ennemis des États-Unis ne sont pas à l'extérieur, mais sont à l'intérieur même du pays. Là, il parle de l'État profond. L'État profond, ce sont des gens qui ont un agenda qui est différent de l'agenda de l'équipe gouvernementale qui gère un pays. Vous voyez, ce sont des gens qui ont une influence énorme. Par exemple, la CIA, on peut considérer que la CIA fait partie de l'État profond parce que la CIA, c'est un État dans l'État. La CIA, c'est un État dans l'État. La CIA ne rend compte de rien au président. La CIA fait des coups d'État dans les pays. Quelquefois, bon, ils mènent des opérations terroristes aussi. Bon. Vous voyez, on peut considérer que c'est l'État profond. Ils n'ont pas de compte à rendre, mais en même temps, c'est une organisation officielle. Mais bon, c'est un monstre. Les Américains ont le don de créer des monstres. Vous voyez, ils créent des choses qu'ils n'arrivent plus à contrôler après. C'est comme Israël, ils ont créé Israël, ils ont soutenu Israël, ils ont soutenu le... C'est même pas Israël même hein, qui me paraît être un problème, mais c'est le type là qui est Premier ministre là actuellement, qui sait que le jour où il ne sera plus Premier ministre d'Israël, il ira en prison, puisque les juges israéliens l'attendent au tournant. Hein. Il a fait des choses pas très catholiques. Donc, je disais que les États-Unis créent des monstres. Ils sont spécialisés là-dedans. Quand Ben Laden, c'était un agent de la CIA. Ben Laden, c'était un agent que les Américains ont armé, ont formé, et puis après il s'est retourné contre les Américains. Non, ils sont spécialisés dans ce genre de choses. Ils créent des espèces de monstres des gens et qui leur échappent après. Voilà. Alors, en conclusion, ben, les élections arrivent, on verra bien ce que ça va donner.
Mais n'attendons rien de Kamala Harris parce qu'elle est d'origine, elle a des origines africaines, donc elle va comprendre les Noirs. On a fait la même erreur avec Obama. Qu'est-ce qu'Obama a changé dans la vie des Noirs américains, etc. Ben, je ne sais pas. Eh ben, il vous dira qu'il a battu Ben Laden. C'est sous sa mandature que Ben Laden a été éliminé. Mais Ben Laden faisait partie de leur système. Hein. Ils se retournaient contre eux, mais Ben Laden, comme je viens de vous le dire, c'était une création des États-Unis. N'attendons rien de ces gens-là. Moi, je n'attends rien d'un politicien en général, parce que un politicien, c'est pas quelqu'un qui a une pensée libre et qui a une action surtout libre. C'est déjà pour être président dans ces pays-là, il faut appartenir à des organisations secrètes. Il y en a beaucoup. Mais ces gens-là ne sont pas si libres que nous le pensons. Voilà. Alors les élections vont se dérouler, on verra. Bon, si c'est Kamala Harris, vous pouvez être sûr qu'il y aura des guerres, ça va encore s'intensifier. Si c'est Donald Trump, il y aura peut-être à la fin de la guerre en Ukraine, puisqu'il l'a promis. Mais en Israël, je pense que ça va être chaud pour les... Enfin, pas en Israël, en Palestine, au Liban. Il veut attaquer l'Iran depuis longtemps. Il a comme projet d'attaquer l'Iran depuis longtemps. Il n'a pas fait quand il était président il y a quelques années, mais ça fait partie du projet des Américains d'attaquer l'Iran. Ouais. Ils veulent faire payer l'Iran pour l'humiliation. S'il y a eu une prise d'otage d'Américains en 1979, et les Américains n'ont pas digéré ça. Et vous savez, les Américains ont mis au pouvoir. Il y avait un dirigeant qui s'appelait Mohamed Mossadegh en Iran dans les années 50. Hein. C'était un très bon dirigeant. C'était un ministre. Le gars était très apprécié. L'argent du pétrole, il mettait ça au service de son peuple, etc. Mais les Américains n'aiment pas trop ça. Ils ont fait un coup d'État dans les années 50. Ils ont débarqué Mossadegh et ils ont mis le Shah d'Iran. On connaît un peu l'histoire. Le Shah d'Iran, à un moment donné, ce gars-là a été renversé aussi. Et c'est ce que les Américains n'ont pas digéré en 79. Voilà, puisque le Shah d'Iran, c'était le poulain des Américains. Les Américains viennent chez vous et ils vous disent, voilà, votre dirigeant ne nous plaît pas, on va mettre un tel. Ce qu'ils n'auraient jamais accepté qu'on fasse chez eux, et ils vont le faire chez les autres. Alors, ils ont fait... en Libye, c'était la même chose. Un jour, je vous parlerai plus amplement de la Libye. C'était... vous savez, la société libyenne, c'était une société du bonheur. Pour les Libyens, en tout cas. Les Libyens avaient tout gratuit, pratiquement tout. Les Libyens avaient un niveau de vie incroyable. Que des avantages. Monsieur Sarkozy et Obama ont jugé qu'il fallait détruire ce pays-là. Et maintenant, c'est un pays qui est chaotique. Un pays qui est chaotique maintenant. Ils ont fait un peu la même chose au Venezuela. Le Venezuela de Chavez, c'était un peu comme la Libye. Chavez utilisait l'argent, les revenus du pétrole pour rendre le peuple heureux. Les gens avaient des appartements gratuitement. Enfin, c'était... Mais un jour, je vais vous parler plus amplement de ça. Mais les Américains n'aiment pas que les gens soient heureux. Ils n'aiment pas que ces gens-là contrôlent leur propre pétrole. Il faut qu'ils soient là pour piller. Enfin, bon, ils sont là pour foutre la merde. Voilà. Et pour en revenir à l'Iran, ils veulent véritablement faire payer l'Iran.
Le problème, c'est que l'Iran, entre-temps, est devenu une puissance nucléaire. Ça va faire, si Israël, puisque Israël fait tout ça sous le contrôle des États-Unis, qui pousse Israël, puisque si les Américains arment Israël, en sachant ce que fait Israël, ce que fait le premier ministre israélien, les Américains disent que ouais, il faut qu'ils mettent la pédale douce, il faut qu'ils se calment, mais en même temps ils continuent à lui envoyer des armes. Cette espèce de double langage là, ça passe plus, vous voyez. Voilà. Eh bien, on verra ce que donnera cette élection présidentielle américaine. Eh bien, que ce soit Trump ou Kamala Harris, je pense qu'il n'y aura pas de paix dans le monde. Et la situation des Américains, des pauvres aux États-Unis, ne s'améliorera pas. Tout l'argent que gagne l'industrie enfin le complexe militaro-industriel américain, ben ça va continuer à alimenter des guerres un peu partout. Mais je veux dire, l'Américain pauvre, etc., ne bénéficiera pas de ça. Ça ne c'est pas dans la mentalité des Américains. Eh bien, merci de votre écoute. Eh bien, je reviendrai prochainement avec une autre thématique. Allez, salut!